Dimitri Pavlenko. Il est 8h48, on poursuit la réflexion autour des conséquences de la guerre en Ukraine, les conséquences économiques, les conséquences politiques de cette guerre. Charlotte Dornelas est avec nous de Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour. Louis Osalter, journaliste politique à Marianne. Bonjour Louis. C'est bien de vous avoir le jeudi parce que comme ça on a Marianne avec nous. Tout à fait. On a la une en kiosque aujourd'hui. Voilà, derrière l'invasion russe, le nouvel ordre mondial. Il y a des choses passionnantes à lire, notamment sur la campagne électorale dont on parle un peu moins. Et j'ai le plaisir d'accueillir également Jean-Maurice Ripper. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes ambassadeur de France à Moscou de 2013 à 2017, vice-président de l'Association française pour les Nations Unies. Vous avez vécu à Moscou, vous savez comment ça se passe, la mentalité russe. On vient d'avoir l'exposé de Mathieu Bocoté qui tentait de sonder les soubassements intellectuels, conceptuels qui peut-être auraient poussé Vladimir Poutine dans cette guerre en Ukraine que ne comprend pas l'Occident et que l'Occident sanctionne violemment. Se pose cette question. Vous avez publié hier une tribune dans l'Express pour défendre, soutenir la candidature de l'Ukraine à l'adhésion à l'Union européenne. Vladimir Zelensky en a fait la demande formelle, des trémolos dans la voix, pas plus tard que mardi dernier. En quoi ce serait une bonne chose, pensez-vous? Est-ce que ce n'est pas de nature à amplifier encore davantage le conflit, monsieur l'ambassadeur? Alors d'abord, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre en Ukraine, il y a une agression. Il y a une invasion de l'Ukraine. Par la Russie. Il y a des combats, il y a des morts. Non, ça veut dire que notamment les Russes, évidemment, n'appliquent ni ce qu'on appelle le droit de la guerre, n'appliquent pas le droit international et notamment pas le droit humanitaire international. Et je rappelle que pendant que nous parlons, des immeubles, des civils sont bombardés, des femmes, des enfants, des vieillards, qui sont toujours les premières victimes de la guerre. Et je voudrais en particulier souligner le drame que représente le fait que des milliers d'enfants sont aujourd'hui sur les routes. Quand certains sont morts, d'autres sont sur les routes, le chemin de l'exil, sans parents, ils ont tout perdu, il faut que nous nous occupions d'eux. C'est à l'Europe de s'occuper d'eux, parce que l'Ukraine, c'est au cœur de l'Europe. Pourquoi je suis favorable à ce qu'on ouvre le processus, que nous répondions à la demande de Volodymyr Zelensky, c'est envoyer un signal. Accepter la candidature, donner le statut de candidat, c'est un signal que nous reconnaissons l'existence d'une Ukraine libre, indépendante, souveraine. Oui. Et je sais que certains disent on ne peut pas accepter un pays en guerre. Mais en 2003, nous avons signé le traité d'adhésion de Chypre. Oui. Et à l'Union européenne. La Turquie est candidate aussi également. Mais attendez, Jean-Maurice Ripper, vous voulez envoyer un message à l'Ukraine et à la Russie, symboliquement dire oui, nous allons prendre en compte votre demande d'adhésion. Vous souhaitez une adhésion rapide de l'Ukraine, quelles qu'en soient les conséquences, pour arrimer comme cela l'Ukraine, la détacher de la Russie? C'est ce que vous souhaitez? L'Ukraine remplit les critères dits politiques. L'Ukraine est une démocratie balbutiante, mais c'est une démocratie. Elle est donc éligible, de mon point de vue, à ce que nous lui décernions le statut de candidat. Ça veut dire qu'ensuite, il faudra des négociations habituelles pour faire converger les économies, pour que des réformes soient faites, pour lutter contre la corruption. Tout ça est vrai. Ça prend du temps. Aujourd'hui, ce qui est important dans la guerre, c'est de dire aux Ukrainiens, vous êtes Européens, nous le savons, nous sommes avec vous. Louis Osalter, je vous fais réagir. C'est une prise de position très tranchée de Jean-Maurice Ripper. Il ne va pas forcément faire consensus. Il va même y avoir un débat assez important. Est-ce que l'Ukraine a vocation à entrer dans l'Europe? Ça pose la question du statut de l'Ukraine et ça pose la question du statut de l'Union européenne. Est-ce que c'est une puissance souveraine qui prend ses décisions en fonction d'un contexte géopolitique? Pour l'instant, ça n'a jamais été le cas. L'Union européenne est un marché, essentiellement un marché, fondé sur des bases économiques, qui s'est jamais emparé des attributs de la puissance. D'abord parce que les peuples qui la composent n'ont pas souhaité qu'elle s'empare d'attributs importants dans le domaine militaire, dans le domaine régalien, dans le domaine de la sécurité. Et ensuite parce que des désaccords profonds ont persisté, notamment entre la France et l'Allemagne, sur le fait même de se comporter en puissance militaire, diplomatique et géostratégique. Alors l'ambition de Macron, le rêve de Macron même, c'est que quand il parle d'une souveraineté, d'une supposée souveraineté européenne, ce sera en effet que l'Union européenne fasse sa mue vers une puissance. Et là, on voit bien que à la tête même de la Commission européenne, on voit que ça fait partie aussi du rêve des dirigeants européens, et je pense à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, qui a sauté sur l'occasion ukrainienne pour faire en sorte que l'Union européenne fasse ce saut-là. Et par ailleurs, l'autre bouget intéressant, ce sont évidemment les Allemands, qui se rendent compte qu'être dépendant pour plus d'un tiers d'importation de gaz russe, c'est peut-être pas la meilleure idée, que n'avoir passé son
tour clandestin de la défense européenne. Voilà, avoir passé son tour dans le jeu diplomatique militaire, c'était peut-être pas une bonne idée. Donc il y a ce bouger qui est en train de se faire. Après, la question devra quand même être posée démocratiquement. Est-ce que l'Union européenne s'empare d'autres compétences pour, au moment où la guerre revient en Europe, agir comme une puissance? Je ne sais pas si elle aura le mandat des peuples pour le faire. Et dans tous les cas, il faudra demander le mandat des peuples. La dernière fois, ça s'est mal passé, on s'en souvient. La décision d'une adhésion revient, rappelons-le, non pas à la Commission européenne, aux États membres. Mais aux États membres. C'est important de le dire. Charlotte Dornelas. Non, mais moi, la question que je me pose sur cette reconnaissance éventuelle du statut de candidat, alors je comprends très bien la partie reconnaissance officielle de l'existence de l'Ukraine par rapport à Vladimir Poutine qui la nie depuis une semaine. Ça, je comprends très bien le message qui me semble-t-il est passé par une condamnation unanime et extrêmement claire des pays qui composent l'Union européenne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, et c'est plus une question que je vous pose, mais est-ce qu'aujourd'hui reconnaître ce statut-là déjà, qu'est-ce que ça engendre dans l'implication des États membres de l'Union européenne si on reconnaît aujourd'hui la candidature de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie? Je rappelle qu'Emmanuel Macron nous a expliqué hier que nous n'étions pas en guerre contre la Russie. Est-ce que ça change notre statut si on reconnaît ça? Et surtout, quel est le message diplomatique envoyé? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surenchère de Vladimir Poutine à une décision pareille au plein cœur de la guerre, alors que la question de l'expansion de l'OTAN et donc, on pourrait imaginer, de l'expansion de l'Union européenne se pose au cœur du conflit? Pardon, juste sur ce point. D'abord, c'est une demande des Ukrainiens et je rappelle que la révolution de Maïdan a eu lieu parce que le président Yanukovych a renoncé sur la pression des Russes à une demande d'adhésion qu'il avait formulée et que nous examinions. Alors c'est une époque aussi où le peuple russe était beaucoup plus divisé qu'il ne l'est aujourd'hui sur cette question. Aujourd'hui, les Ukrainiens veulent être européens. Ouais. Bien, ça c'est la première chose. Nous devons les entendre. Deuxièmement, je pense que le président Macron, quand il a dit hier « nous ne sommes pas en guerre contre la Russie », il voulait dire « nous ne sommes pas en guerre contre les Russes ». Et d'ailleurs, il l'a précisé, contre le peuple russe, contre la Russie en tant que pays. La Russie nous ne sommes pas co-belligérants, il le répète. Appartient au continent européen et nous savons bien que l'avenir de la sécurité en Europe ne se fera pas sans les Russes. Ça c'est clair. Mais quels Russes? C'est le problème qui est posé. Moi, je suis d'accord sur l'idée que, bien sûr, c'est à l'Europe maintenant d'assumer le statut de puissance qu'elle veut, d'être le 4e pôle d'un monde multipolaire dans lequel les événements actuels montrent qu'elle a sa place. L'autonomie stratégique, il faut l'entendre ce que nous recherchons, il faut l'entendre sur le plan de la défense, de l'économie, de la finance, de la technologie. C'est l'objectif vers lequel nous allons. Si nous ne sommes pas capables de l'exprimer, alors qu'un État européen en a envahi un autre, alors l'Europe n'existera pas. C'est fondamentalement ce que je pense. Il y aura des négociations, bien sûr. L'Ukraine est un grand pays. Par ailleurs, c'est un pays qui pourrait apporter beaucoup à l'Union européenne. Ne confondons pas l'Union européenne et l'OTAN. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Qu'est-ce que ça générerait aujourd'hui, de fait? Non, l'Europe de la défense elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle a été, le concept de défense européenne a été adopté. Il y a déjà des programmes de coopération dans la fabrication d'armements. Il y a des décisions d'envoi de forces sur le terrain. Les Européens sont ensemble dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. L'Europe de la défense, elle est en train de se forger. Alors je sais qu'en France, quand on dit il faut que ça soit fait le lendemain matin. C'est pas comme ça qu'on fait. Notamment nous Français, je vous rappelle, c'est nous qui avons quand même tué la communauté européenne de défense en 1953. Donc soyons modestes, continuons à nous battre, continuons à forger cette puissance européenne. Et vous l'avez indiqué, le tournant historique, Hubert Védrine l'a très bien expliqué tout à l'heure sur votre antenne, le tournant historique, c'est le choix de l'Allemagne, qui est extraordinairement courageux. Et je pense que là encore, ça doit nous apprendre le respect sur les dirigeants de ce monde, parce que Dieu sait si on en a entendu sur le chancelier Scholz. La suspension de Nord Stream 2, la décision de participer bien sûr à la mutualisation des dettes au moment du Covid, la décision d'exporter de l'armement, de monter le budget de la défense en Allemagne, c'est extraordinaire, c'est l'occasion ou jamais pour le moteur franco-allemand de l'Europe de faire cette Europe puissance. Merci Jean-Maurice Ripper d'être venu nous voir. Charlotte Dornelas signale la une de Valeurs Actuelles qui paraît ce jeudi. Comment l'histoire devient tragique, menace nucléaire, guerre en Europe avec un Vladimir Poutine en rouge. Et la une de Marianne derrière l'invasion russe, le nouvel ordre mondial. Lisez Marianne, lisez Valeurs Actuelles. Lisez les deux. Alors, on va acheter les deux. Et écoutez Europe 1, oui, aussi. Merci à tous les trois. C'est 8h57. Bonjour Philippe Vandel.